Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous accueille dans la première des deux parties d'une entrevue que m'a accordée Jean-Marc Ferry. Jean-Marc Ferry, vous le connaissez peut-être déjà. Si ce n'est pas le cas, je vais vous lire la 4e de couverture de son livre « Qu'est-ce que le réel ?», qui va être un titre autour duquel va s'articuler une discussion hautement intéressante, que j'ai donc séparée en deux parties. Discussion dans laquelle il va essentiellement confronter la science et la philosophie. Avant tout, Jean-Marc Ferry, c'est quelqu'un qui est titulaire de la chaire de philosophie de l'Université de Nantes. Il est professeur honoraire en sciences politiques et en philosophie morale à l'Université libre de Bruxelles, et il a également enseigné à la Sorbonne. Et c'était d'autant plus intéressant, vous verrez, ce sera mentionné brièvement en début d'interview, il connaissait déjà la chaîne qu'il qualifie de passionnante. Donc, avant de se lancer dans l'interview, je vais vous lire la 4e de couverture de son livre. Ça va donner un petit peu le ton et la teneur de la discussion que nous allons avoir ensemble, et ensuite on enchaînera, on embrayera directement sur l'entrevue. OVNI, Crop Circle, Atlantide, Hyperborée, Terre creuse, base américaine secrète, Illuminati, Planète X, énergie libre, Internet met en contact des témoignages ou expériences insolites, que l'on dit extraordinaires, et monte en puissance de nouvelles croyances qui heurtent entre guillemets nos préjugés d'autorité les plus fondamentaux, touchant à ce qui est réel ou irréel, possible ou impossible. Cette déstabilisation est un défi pour la philosophie d'aujourd'hui, non pour pointer la démocratie des crédules, ni à l'inverse pour accréditer des récits extravagants, mais pour ouvrir l'esprit à ce que nous tenions jusqu'alors pour impossible. À l'égard de ces expériences extraordinaires, la condescendance des esprits forts trahit une faiblesse, parce que les témoignages déroutants participent eux aussi à l'enquête sur ce que nous appelons le réel. La raison appelle à les prendre au sérieux et invite la philosophie à reconsidérer la question de la vérité dans son rapport à la réalité et à la scientificité. Contre les stratégies défensives d'un rationalisme tronqué, il s'agit bel et bien à présent de demander raison à la société des sceptiques. Jean-Marc Ferry, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Yann, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Moi aussi, d'autant plus que je dois avouer que j'étais surpris de lire dans votre première réponse par email que vous connaissiez déjà la chaîne et que vous la trouvez, pour reprendre vos termes, passionnante. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Ce sont d'excellents documentaires, à mon avis, et très ouverts, qui ne sont pas ni conventionnels ni complotistes. Ça se tient dans une belle ligne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on va parler d'une question qui est posée par un de vos ouvrages, et je voudrais vous demander en tout début d'interview, comme ça, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre, qui est publié aux éditions Le Bord de l'eau, et qu'est-ce qui a motivé le sujet plus particulièrement, parce qu'il y a certains, effectivement, pourront s'étonner peut-être de l'introduction que j'ai donnée en début de vidéo, mentionnant des termes qui habituellement porte plutôt à controverse, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs choses, voyez-vous. Je vais essayer de les rassembler, d'être à peu près synthétique et clair. Il y a déjà deux défis qui convergent, alors qu'apparemment ils viendraient d'horizons très différents. C'est le défi que représente d'une part des expériences vécues tout à fait exceptionnelles, et qui sont, si l'on peut dire, un défi lancé à la science, parce que ce sont des expériences qui demandent autre chose que d'être renvoyées au carabistouille ou au paranormal, et qui relèveraient, à mon avis, d'une explication scientifique, à condition que la science elle-même soit ouverte à ce genre d'expérience, ce qui, hélas, n'est pas le cas. J'ai pu constater, malheureusement, et d'ailleurs sur la base de témoignages de scientifiques de grande valeur, que cette science fonctionne un peu comme jadis les églises, c'est-à-dire sur des dogmes et sur des anathèmes, et sur un consensus de bocal qui exclut certaines présuppositions qui viendraient contredire le matérialisme ambiant, dirais-je, par exemple, le positivisme ambiant. Donc il y a ce défi des expériences vécues à la science, dirais-je, qui doit s'ouvrir, à mon avis, à ces témoignages. On pourrait y revenir, il y a beaucoup à développer à ce sujet. Et puis il y a un autre défi qui vient de tout à fait ailleurs, c'est celui que représentent les découvertes
qui datent d'un siècle, chiffreront, surtout dans le domaine de la physique théorique, en ce qui concerne les deux grandes branches, dire la relativité et l'infiniment grand, et puis les particules, l'infiniment petit, n'est-ce pas? Et c'est un défi à la philosophie, cette fois-ci, un défi de la science à la philosophie. Pourquoi? Parce que certaines fulgurances, certaines hypothèses très avancées de la physique théorique contredisent à la fois le sens commun, par exemple, dans les deux domaines, aussi bien la relativité que les postulats quantiques, et heurtent frontalement ce que l'on appelle en philosophie l'ontologie, c'est-à-dire le socle, on pourrait dire l'essence du réel, si l'on veut parler en langage métaphysique, mais c'est le socle de ce qu'on appelle la compréhension, la pré-compréhension de ce qui est réel et de ce qui n'est pas, ou de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, notre compréhension selon laquelle il ne peut pas y avoir d'effet avant sa cause, n'est-ce pas? Que les faits nécessairement succèdent à la cause. Donc il y a un ordre du temps qui peut être contredit, que deux phénomènes ne peuvent pas, comment dirais-je, le même phénomène, excusez-moi, ne peut pas avoir lieu dans le même espace et dans le même temps. Donc il y a encore beaucoup d'autres principes, ce qu'on appelle des principes de l'entendement, qui constituent notre socle de précompréhension. Les développements de la science contemporaine, encore une fois, heurtent tellement ce socle qu'on dirait, de préjugés fondamentaux relatifs à ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Voilà. Alors, il y a convergence entre ces deux défis, je disais, parce que des deux côtés, notre compréhension de ce qui est réel, de ce qui est possible, est bouleversée. Il y a une grande déstabilisation. Aujourd'hui, me semble-t-il, c'est l'intuition que j'ai, une grande déstabilisation qui vient comme si la boîte de Pandore s'ouvrait, comme si nous étions dans une période que j'oserais dire, sans vouloir trop dramatiser, pré-apocalyptique, au sens étymologique du mot apocalypse, le sens de révélation brutale. On s'aperçoit d'un seul coup que le réel n'est pas du tout cadré comme on l'imaginait. Bon, il n'y a pas longtemps, je crois que ça date de 1995, c'est la découverte d'exoplanètes telluriques qui gravitent autour d'un astre solaire. Bon, il y en avait une qui avait été découverte, mais aujourd'hui on admet qu'il y en a des milliards. Il faut cette déstabilisation considérable parce que même bien qu'il y ait eu la révolution copernicienne, donc qui met fin au géocentrisme au profit de l'héliocentrisme, puis après la révolution einsteinienne, malgré tout, intuitivement, nous, en général, nous restons, si je puis dire, ptoléméens dans notre façon de raisonner. Nous croyons au centre du monde et nous pensons que notre humanité est le nec plus ultra de la création, que c'est le sommet de la création. Il me semble que tous les témoignages, d'un côté, qui font état d'expériences exceptionnelles ou extraordinaires ou impossibles, comme dirait Didier Van Cauwelaert, et puis toutes les fulgurances de la révolution du côté d'Einstein comme de Niels Bohr dans la physique il y a juste un siècle, n'est-ce pas? Tout cela nous déstabilise complètement et nous repose, c'est un devoir de philosophe, la question « qu'est-ce que le réel ?» face aux défis que représentent notamment ces expériences vécues exceptionnelles qui parfois sont très troublantes pour les sujets eux-mêmes. Par exemple, ceux qui pensent avoir vu des ovnis ou eu des rencontres de troisième type ou encore des expériences de sortir du corps. Enfin, toutes ces expériences-là que l'on dit
impossibles, souvent les gens qui les ont vécus sont obligés de les garder pour eux-mêmes, par peur de passer pour des fous, des allumés. Ils ne disent même pas à leurs proches, ni même à leur famille. Et heureusement, il existe des institutions comme à Genève ou encore à Nantes qui sont spécialisées dans la prise en charge, grâce à un encadrement de scientifiques, de psychologues, la prise en charge de ces personnes qui souffrent énormément de ne pas pouvoir faire état de ces expériences extraordinaires. Je ne dis pas que ces expériences réfèrent à des événements tout à fait réels. Bon, je ne connais pas le statut de cela, il y a des études là-dessus qui sont faites, mais ce que je demande, c'est que ce soit pris au sérieux et qu'on ait d'autres réactions que soit dire que c'est des carabistouilles, ce qui est ridicule, étant donné les dossiers qui sont énormes, qui sont extrêmement étoffés, notamment sur les EFM, enfin les expériences aux frontières de la mort, et sur les ovnis. Alors là, le dossier est absolument gigantesque et parfaitement étayé, c'est-à-dire le phénomène est avéré, mais le fait n'est pas établi parce que ça n'entre pas, ça ne tombe pas dans une science du reproductible. Tout simplement, ça n'entre pas dans le cadre de la méthode positiviste. Et donc, la science considère que, sous prétexte que ça ne cadre pas avec sa propre épistémologie, la science considère que c'est hors réalité, que ça n'existe pas. Souvent, j'entends la science dans son usage dogmatique, bien entendu. Et là, il y a une excommunication, au sens littéral, puisque, après tout, cette science fonctionne sur dogme et anathème, il y a une excommunication de certaines expériences qui n'ont pas droit de citer dans la communauté scientifique. Et s'il y a par malheur, il y a des scientifiques qui s'intéressent à la question, ils sont purement simplement ostracisés. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Ouais, c'est vrai qu'on peut se demander quels sont les travers de notre société qui est idéologique et bien pensante. Parce qu'en 2020, quelqu'un qui se pose des questions, qui conteste les dogmes du moment, qui ne se soumet pas systématiquement aux arguments, notamment médiatico-politiques, est immédiatement targué de complotiste et il devient censuré. Alors que philosophiquement, celui qui refuse le doute et les questions des autres, c'est peut-être justement lui qui devrait moins avoir la parole. C'est tout à fait vrai, il y a des gens qui souffrent de cela. Vous avez parfaitement dit la chose. Dès lors que l'on s'inscrit contre une opinion dominante ou contre la doctrine gouvernementale, ça peut pas forcément le gouvernement, ça peut aussi être l'establishment scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, on est considéré comme complotiste et nous assistons à ce phénomène en ce moment de façon massive avec la crise sanitaire et les contestations qui émanent d'un certain nombre de médecins et de professeurs en ce qui concerne la gestion de la crise ou ce qui concerne les indications qui sont données sur tel ou tel traitement ou tel vaccin. À partir du moment où on conteste cela, même avec de très bons arguments, eh bien, on est traité de complotiste et on est véritablement ostracisé. Et ce qui est très remarquable, c'est que la haine, elle n'est pas du côté de ces prétendus complotistes ou conspirationnistes. La haine, elle vient du côté des bien-pensants. Alors, vous parlez de bien-pensance. Bon, c'est vrai et c'est surtout applicable aux médias, mais pas seulement. Il y a aussi toute une classe, tout le star system, dirais-je, est dans cette ligne de bien-pensance. Mais il y a plus profondément, et du côté de la science, cette fois, et de sa méthodologie, il y a un certain nombre de dogmes, je ne sais pas si on peut appeler ça de la bien-pensance, mais notamment le dogme qu'on pourrait dire matérialisme au sens d'un matérialisme ontologique, c'est-à-dire il n'y a de réel que ce qui est matériel, que ce qui est tangible. Voyez-vous, il n'y a que la matière. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce dogme est contredit par les plus grands physiciens, et en particulier dans le domaine de la physique quantique, de la physique des particules. Je pourrais vous citer de nombreuses réflexions des plus grands, que ce soit Max Planck ou que ce soit Niels Bohr, par exemple. Eux considèrent, voyez-vous,
par exemple, Niels Bohr disait toutes les choses que nous appelons réelles sont faites de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Et d'autres embrayent dessus en disant, par exemple, Philippe Guillemot aujourd'hui, qui est un peu dans cette ligne, si nous zoomons sur la matière, nous nous apercevons qu'il y a 99,999% de vide, et si nous zoomons sur les 0,0001% qui restent, nous nous apercevons qu'il n'y a que des vibrations. Alors, voyez-vous, ça veut dire que, et Max Planck, beaucoup plus tôt, avait dit que la matière n'existe pas. Il avait dit tout simplement que la matière n'existe pas et qu'il nous faut nécessairement présupposer quelque chose comme une conscience qui tient l'univers en équilibre. C'est vrai qu'il y a une question intéressante d'un des abonnés qui a demandé: est-ce que le réel s'arrête à la matérialité quantifiable et observable? Eh bien non, la réponse des physiciens est non. Et la réponse des philosophes est non, pour deux raisons très différentes que nous pourrions approfondir. J'en parlais pour la physique, n'est-ce pas, puisque tout est, aujourd'hui, beaucoup de physiciens pensent que tout est énergie, tout est information, tout est vibration. Donc des découvertes récentes en physique, montrent qu'il y a des ondes qui sont des ondes de rien du tout, qui ne sont que des ondes d'espace. Il s'agit des ondes gravitationnelles, n'est-ce pas, qui nous posent véritablement la question de ce réel qui n'est pas matériel. Bon, ça, c'est du côté de la physique, et de la physique de pointe. Et puis, du côté de la philosophie, le réel, si l'on y réfléchit, telle est en tout cas ma position, et je la partage pleinement, de façon ultime, on peut dire qu'est réel, en philosophie, j'entends, ce que nous ne pouvons pas contester ou mettre en doute sans devoir en même temps le présupposer. C'est-à-dire, on peut contester quelque chose sans entrer dans ce qu'on appelle en jargon philosophique une contradiction performative. C'est-à-dire, si je dis, bon, je donne un exemple idiot, idiot, il est connu depuis des siècles, si je dis, comme Nietzsche, après Nietzsche, la vérité est une fable, la vérité n'existe pas, il est bien entendu que cette phrase n'a de sens que si je présuppose la vérité de ce que je dis. Par conséquent, j'entre en contradiction avec moi-même. Et ça, c'est une expérience que l'on fait, tout ce que l'on ne peut pas contester sans devoir le présupposer constitue un socle de vérité. Quel est ce socle? C'est la réalité de l'esprit, la vérité, la liberté. Si je m'adresse à vous, si vous dire quelque chose à quelqu'un à propos de quelque chose, ça présuppose la réalité du monde extérieur, l'existence d'autrui, l'effectivité d'un moi capable de juger. C'est le socle. C'est le socle que l'on ne peut pas contester ou mettre en doute sans devoir le présupposer. Donc il faut l'assumer. Je dirais, ce n'est pas une question de croyance, il faut le postuler, dirais-je, comme des vérités premières, qu'on pourrait dire métaphysiques, n'est-ce pas? C'est les vérités premières de la philosophie, celles qu'elle ne peut pas évacuer. Les scientifiques fonctionnent toujours comme s'il y avait un monde extérieur réel, mais ils sont incapables de prouver la réalité du monde extérieur. Ils doivent la présupposer. Voyez-vous, c'est ça le socle philosophique. Voilà, alors il y a donc deux réponses. La réponse de la physique, la matière n'existe pas, et la réponse de la philosophie, eh bien, les réalités ultimes, elles sont d'ordre spirituel. Donc, toutes ces deux réponses-là sont tout à fait déstabilisantes pour le préjugé dominant, qui est le préjugé du matérialisme ontologique. C'est-à-dire, il n'y a de réel que le tangible. Voilà. Cette déstabilisation-là, je dirais, permettez un mot un petit peu conspirationniste de connotation, l'establishment scientifique le récuse. Il ne supporte pas qu'on aille dans cette voie d'expérience. Bon, et c'est aussi évidemment un dogme largement partagé par le sens commun. Si l'establishment refuse d'aborder cette question, est-ce que c'est pas aussi parce que dans la manière dont on traite les sujets à travers les médias, on ne peut plus se le permettre? On n'a plus le temps d'aller plus loin que la petite phrase qui va faire le buzz.
qui finalement, on n'a que des enchaînements de micro-phrases qui sont vides de sens, et on n'a plus, le temps n'est plus donné ni aux intervenants, ni aux grilles de programmes, que ce soit télé ou radio, de donner la parole à des gens qui pourraient éventuellement aborder ce genre de sujet. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire ou c'est simplement inhérent à l'évolution du monde médiatique? Bon, ça n'a pas de rapport avec le sujet de base, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut se poser, une question qu'on peut se poser. Tout à fait. Maintenant, je vois deux étapes dans la réponse à cette question. Il y a d'une part le préjugé lui-même, et d'autre part la difficulté, ça c'est ce dont vous parlez, de le problématiser dans l'espace public, étant donné la structure de cet espace public et qui repose sur une certaine dégrammaticalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas articuler véritablement des propositions. Il faut, en quelque sorte, pour parler grammaticalement, les médias ne supportent que des petites propositions indépendantes. Mais c'est beaucoup plus difficile avec une proposition principale, des subordonnées, puisque, parce que, donc, etc. Là, alors non, arrêtez, ça va zapper. Donc, il y a une grande méfiance à l'égard de tout ce qui est fortement argumentatif, fortement grammaticalisé, ce qui fait que c'est un appauvrissement et qu'on ne peut pas véritablement expliquer. Bon, je sens tomber du tout dans la médiaphobie. Il est vrai, je constate en tout cas que dès lors que quelqu'un qui est interrogé commence à approfondir, à entrer dans quelque chose d'intéressant, on le fait taire. Pris de panique, n'est-ce pas? Et à l'idée de l'audimat et du zapping, il y a quand même certaines émissions, mais surtout en radio, qui permettent des approfondissements et qui sont véritablement des espaces libérateurs pour la pensée et pour les individus qui veulent approfondir, n'est-ce pas? Ça, c'est la question de la possibilité, ou dirons-nous de la difficulté, de problématiser cette idéologie dont on parle. Mais cette idéologie, elle mérite d'être approfondie presque de façon, tout en se gardant de psychanalyse sauvage, presque de façon analytique. Vous voyez, je prends un exemple qui est assez connu dans la littérature sociologique et même au-delà de la sociologie, c'est cet ouvrage de Gerald Bronner qui s'appelle La démocratie des crédules. Alors cet ouvrage est assez brillant, il s'agit d'une explication à la fois sociologique et physiologique de mécanismes d'engendrement de la crédulité de masse, justement à propos de tous ces phénomènes, ovnis, crop circles, EFM, etc., toutes ces choses-là, y compris l'archéologie un peu crypto, voyez-vous, celle qui n'est pas officielle, tout cela constituant ce qu'on appelle parfois une nuit agglutinante, parce que tout renvoie à tout, n'est-ce pas? Et là, évidemment, Gerald Bronner était sur du velours quand il démonte les mécanismes d'engendrement de la crédulité de masse, en montrant quels sont les biais cognitifs, le millefeuille argumentatif, enfin, toutes ces choses-là. Le cerveau est naturellement paresseux et gourmand, il a besoin de sucreries, d'ailleurs, physiologiquement, c'est assez vrai. Mais du coup, on explique la crédulité de masse par cette paresse et cette gourmandise du cerveau. Donc c'est du velours, on est sur du velours quand on explique cela comme ça. Mais ce qui serait beaucoup plus intéressant, et pas une seule fois, Bronner ne pose la question du vrai et du faux. Il s'intéresse juste au mécanisme d'engendrement de ce qu'il préjuge comme étant la crédulité. La crédulité existe, la crédulité de masse existe, des bons motifs en quelque sorte d'adhérer à tout ce qui réenchante le monde. On comprend cela, mais ça n'épuise pas le sujet. Le vrai sujet, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et puis, il y a un autre sujet beaucoup plus intéressant, à mon avis, si on veut être déconstructionniste comme les Bronner, c'est d'examiner et de démonter les mécanismes d'engendrement de la résistance des élites à ces témoignages. Et là, c'est beaucoup plus trouble, beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe, parce qu'il y va d'une peur. Il va d'une peur lorsque se voit contester le confort d'une stabilisation chèrement acquise, et cette peur, elle devient panique
lorsque pointe, je dirais, le spectre d'une attirance honteuse, c'est-à-dire la peur de la régression, la chute de la chute dans la pensée primitive, et puis surtout, soyons un peu, je me permets d'être un peu trivial, la peur du discrédit de l'entourage. Et là, cette peur, elle s'exacerbe en haine et elle peut virer à une sorte de racisme, c'est-à-dire que l'obscurantisme, du coup, il change de camp, si je puis dire, parce que la posture rationaliste, elle peut, du coup, se faire répressive, intolérante, quand, dirais-je, tourne au fanatisme le rejet d'interprétations estimées indécentes, n'est-ce pas? Et qui vont contrarier les préjugés relatifs à ce qui est rationnel, à ce qui ne l'est pas, suivant la méthode positive des sciences, et aussi à ce qui est réel ou irréel, possible ou impossible. Et lorsqu'on met cela en cause, ça déclenche la haine, une véritable rage. C'est pour ça que je vous disais, la haine, elle vient, entre guillemets, de la bien-pensance. Elle ne vient pas de, entre guillemets, du complotiste. Oui, mais c'est vrai que les vrais obscurantistes sont ceux qui traitent les autres d'obscurantistes et qui refusent qu'on leur pose des questions. Oui, et nous voyons cela en particulier, me semble-t-il, mais je parle sous votre contrôle, vous êtes bien mieux placé que moi, du côté, non, c'est vrai, je le pense sincèrement, du côté de l'archéologie. Alors, du côté de l'archéologie, moi je vois aussi un côté. Alors moi je m'inscris uniquement dans un spectre non seulement français mais francophone. C'est-à-dire que le discours que je tiens, si je le tenais en anglais auprès d'une audience mondiale, les réactions ne seraient pas du tout les mêmes. Et je le perçois aussi. Je perçois cette réaction comme étant une réaction également égocentrique. Parce que depuis les expéditions napoléoniennes de la fin du XVIIIe, début du XIXe, là, par exemple, je vais parler de l'Égypte. C'est essentiellement la France qui a écrit ou, dans certains cas, réécrit l'histoire de l'Égypte. Et le fait de poser des questions, non seulement ça remet en cause le travail d'une vie de dizaines et de centaines d'archéologues, malgré tout brillants, hein, ça, je le répète très souvent dans mes vidéos, mais il y a peut-être une part égocentrique qui vient titiller et qui fait que les personnes se braquent parce que en fait on attaque le génie français qui a constitué cette histoire. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une réaction aussi épidermique, parce que non seulement ils se sentent attaqués dans leur cœur professionnel, mais aussi dans leur cœur inconscient, patriote d'une certaine manière. Bon, alors vous ajoutez quelque chose. Moi, je voyais surtout un phénomène de, pourrait-on dire, plus de corporatisme que de nationalisme ou de patriotisme, bien que ce que vous dites à propos de l'égyptologie, en effet, c'est très français. Mais voyez-vous, à mon avis, ça n'explique pas le refus de simplement s'ouvrir à certaines objections ou considérations qui peuvent venir de la géologie ou par exemple sur la datation du Sphinx, voyez-vous. Bon, apparemment, enfin, je parle encore une fois sous votre contrôle, il y a quand même des apparences extrêmement troublantes de, comment dirais-je, bah, le Sphinx aurait existé à une époque où il y a eu quand même des pluies très importantes, ou en tout cas suffisamment longtemps sur une période où il y avait quelques pluies qui se seraient accumulées. Des érosions vraiment. Bon, voilà. Par exemple, cet exemple. Mais du coup, et puis il y a, bon, élargissons un peu au-delà de l'égyptologie. Je pense qu'il y a énormément de faits polémiques qu'on ne veut pas regarder. Alors, je ne sais pas ce que cela vaut, mais j'ai lu, et ça n'a pas été démenti à ma connaissance, sur des pyramides dans les Açores, sous-marines, n'est-ce pas? Là, il y a eu un blackout là-dessus. J'ai posé la question à une amie qui était présidente de l'Assemblée nationale du Portugal. Elle m'a dit, oh là là, c'est auréolé de mystère, on n'en parle pas, on parle d'Atlantide, etc., etc. Puis on referme tout de suite. Je ne sais pas si vous avez entendu de cette pyramide sous-marine dans les Açores, mais qui est très importante, n'est-ce pas? Qui est, bon, je n'ai plus exactement les dimensions, mais enfin, c'est une pyramide fort importante. Et puis, normalement, ça devrait remonter à quelques 10 000 ans.
voyez-vous. Mhm. Donc, il me semble qu'on découvre des sites qui auraient 10, 12 000 ans et plus. C'est évidemment perturbant pour l'archéologie officielle, indépendamment du nationalisme, dirais-je, c'est qu'il y a une vérité qui fait consensus, et qu'on n'aime pas que des francs-tireurs aillent bousculer ce consensus, j'ose dire, de bocal, qui est bien consolidé. Je crois que c'est aussi tout à fait semblable dans d'autres domaines comme la paléoanthropologie. Donc ce sont deux domaines, l'archéologie et la paléoanthropologie, qui sont tenus quand même dans quelques mains par quelques mandarins et qui sont très verrouillés. Mhm. Voilà. Et donc ça, Vous avez c'est une utilisé, souffrance pour la liberté de la culture. ouais. Vous avez utilisé le terme franc-tireur. C'est vrai aussi que c'est un, je ne veux pas dire que c'est un mal, mais en tout cas, c'est un constat qui est beaucoup plus valable dans la culture française que dans d'autres cultures. C'est que à partir du moment où quelqu'un n'a pas la reconnaissance officielle académique d'un certain domaine, sa parole ne peut pas avoir de valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins à l'étranger, mais qui est beaucoup plus présent en France. Là, comme je dis, vous avez parlé de franc-tireur. Moi, ma parole, au regard des autres, n'a aucune valeur parce que je n'ai pas de diplôme académique qui légitimerait ma parole. Oui, mais je crois que c'est encore un prétexte, voyez-vous, quand on vous dit, vous savez, j'ai subi ça aussi, parce que Mhm, comme je m'intéresse à l'Europe, à la politique, forcément, je m'intéresse à l'économie. Alors, je n'ai pas le titre de professeur d'économie à l'université. J'ai beaucoup fait d'économie, j'étais très bon en économie, j'ai enseigné l'économie au lycée, mais il y a des économistes avec qui j'ai discuté publiquement et qui n'avaient pas d'autre argument que de me dire, vous n'êtes pas économiste. Alors mhm. qu'à mon avis, je suis moi aussi bon qu'eux, voyez-vous, mais je n'ai pas les... Et il y a cet aspect des choses, en effet, mais voyez-vous, dans la crise actuelle, si vous considérez la crise sanitaire actuelle, vous avez des professeurs de premier rang qui sont contestataires. On ne peut pas leur dire, vous n'êtes pas qualifié. Mhm. On ne peut pas dire à Perron, on ne peut pas dire à Raoul, vous n'êtes pas qualifié. On le dit quand même, charlatan, etc., complotiste. Alors que ce sont des gens qui ont un CV absolument impressionnant. Ouais, j'ai interviewé le docteur Gaillet qui travaille au CHU de Strasbourg il y a quelque temps sur la chaîne. Et effectivement, une des questions qu'on s'était posées pendant cette entrevue, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont aucune compétence technique s'improvisent juges de personnes qui ont de très hautes compétences, compétences qui sont reconnues à l'international, qui sont incontestables, et qui, comme vous le dites, targuent ces gens de charlatans et de complotistes. On est dans un monde où les valeurs sont complètement inversées, et ceux qui ont la parole et qui jugent n'ont pas la légitimité pour le faire. Et ceux qu'ils jugent, eux, par contre, ont la légitimité. Comme on l'a dit au tout début de notre entretien, ce sont eux qui se retrouvent censurés et ostracisés. Alors là, la question, enfin, en ce qui concerne cette actualité de la crise sanitaire, est peut-être un petit peu viciée ou obérée par le fait qu'il y a quand même, disons-le, de gigantesques intérêts commerciaux et financiers, qu'il y a des conflits d'intérêts, que ces conflits d'intérêts ne sont même pas déclarés par les, par les hautes autorités Mhm. elles-mêmes, alors que c'est tout à fait contraire à la déontologie. Donc là, c'est un peu spécial comme situation, n'est-ce pas? C'est une situation tout à fait extraordinaire. Et je pense que, bon, que Raoult n'a pas tort de parler d'une bouffée délirante. Mais vous voyez, dans d'autres sphères, dans d'autres domaines, il n'y a pas ces conflits d'intérêts matériels. Mhm. Ce sont ce sont des intérêts purement de pouvoir, de prestige, de tenir un consensus, voyez-vous. Ce sont des Mhm. intérêts symboliques, beaucoup plus que... Et d'ailleurs, je n'irai pas très loin, dirais-je, dans cette idée que tout est dirigé par Big Pharma en ce qui concerne la crise sanitaire et que ce sont seulement les intérêts matériels qui fonctionnent. Il y a de tels intérêts expressifs, des intérêts symboliques, des intérêts de prestige, des intérêts de pouvoir,
de garder des consensus, que peut-être que les intérêts matériels, commerciaux ou financiers ne sont pas au premier plan. Mais je pense, je donnerais la préférence à des intérêts psychosymboliques, en quelque sorte très très puissants. Et ça, c'est le phénomène durable, si vous voulez, indépendamment des circonstances tout à fait exceptionnelles de notre crise sanitaire et de l'importance, en effet, des enjeux financiers et économiques représentés par le vaccin ou par certains médicaments qui marchent d'ailleurs plus ou moins bien. Eh bien, il y a quand même ce tropisme, il n'est pas seulement français, on veut garder, on veut quand même, et enfin, il est peut-être plus français, et peut-être plus spécialement français, c'est possible. C'est possible, il est possible que les anglo-américains soient plus ouverts, notamment à ces phénomènes extraordinaires, parce que d'où vient la littérature, notamment sur les EFM, elle vient surtout d'Amérique, n'est-ce pas? Alors, revenons un petit peu sur le sujet de base. Une question qui a été posée par un autre abonné, c'est: quelle est la réalité d'une pensée et d'une idée qui sont pourtant non matérielles? Et cette question, je vais la coupler avec une autre d'un autre abonné qui nous demande: y a-t-il une différence fondamentale entre ce qui est réel et ce qui est vrai? Voilà, et cette question, eh bien, Jean-Marc Ferry va y répondre dans la deuxième partie que je vais poster sur la chaîne très bientôt. J'espère que cette première partie d'entrevue vous a plu. C'est vrai qu'il a balayé un spectre très large comme ça de concepts et d'informations. Dans la deuxième partie, ça va être exactement la même chose, toujours articulé autour de cette petite colonne vertébrale basée sur les questions que vous aviez posées lorsque je vous en avais donné l'occasion début décembre, fin novembre, quelque chose comme ça. Bref, toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé cette première partie jusqu'au bout, et d'ici à ce que je vous retrouve pour la deuxième, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.